Donc, je vais vous présenter en 40 minutes, en fait, ce que je considère comme étant un paradigme de l'interface entre les mathématiques et la physique. Et donc, sur la base d'un exemple qui est basé, en fait, sur les lois de Kepler. Donc, je vais énoncer les lois de Kepler. Les lois de Kepler, ce sont des lois qui ont été découvertes par Kepler, comme le nom l'indique, au début du XVIIe siècle, publiées en fait pour les deux premières en 1609 et pour la troisième en 1619. Et donc c'est purement observationnel. Et bien sûr, il y a toute une histoire, hein, c'est un aboutissement, les lois de Kepler, d'une histoire qui a 2000 ans. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, on a Newton qui surgit avec la mécanique newtonienne. Et Newton va en fait s'acharner à transformer les lois de Kepler en des théorèmes. C'est-à-dire qu'il va énoncer de nouveaux principes, les principes de la mécanique newtonienne de l'époque. Bien sûr, actuellement, bien sûr, ça s'est précisé, mais c'est déjà un beau corpus théorique. Et à partir de ces axiomes, vraiment il faut les voir comme des axiomes pour les mathématiciens, vous pouvez penser ça comme les axiomes de groupe, il va transformer les lois en des théorèmes. Les démonstrations utilisant bien entendu ces axiomes, c'est ce qu'on appelle les postulats de Newton. Donc voilà, donc ça, quelques informations. Alors je me base en fait sur un exposé qui est dû à Richard Feynman. Richard Feynman, c'est un physicien du XXe siècle, 1918-1988, qui a eu le prix Nobel en 1965 pour l'électrodynamique quantique et qui était professeur à Caltech, entre autres. Bon, vous pourrez regarder sur sa page Wikipédia, c'est extrêmement intéressant. Il a participé au projet Manhattan de la première bombe atomique américaine, etc. Et il était un excellent pédagogue. Et donc, il a donné lieu, ces leçons qui étaient données à Caltech, en Californie, ont donné lieu à ce qu'on appelle le cours de physique de Feynman, qui est un cours, bien sûr, qui date d'il y a 50 ans, et qui est un cours que je trouve merveilleux. Et donc, je me suis basé sur ce cours exposé de 40 minutes. Alors, que vais-je faire? Je ne vais pas évidemment vous démontrer les trois lois comme Newton l'a fait. Je vais vous montrer comment Newton a prouvé la deuxième loi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi des airs. Et donc, je reprends en fait un texte qui est dans Feynman. Alors, Feynman, en fait, il avait fait plein de leçons, il était filmé à l'époque, bien sûr, et le film a été perdu de cette leçon. Et donc, par la suite, on a retrouvé des notes, des manuscrits, et ça s'appelle donc, le bouquin sur lequel je me base, ça s'appelle La leçon perdue de Feynman, en anglais, The Lost Lesson. Je ne l'ai pas mis ici, mais donc en anglais, si vous voulez le livre, je peux vous passer les références, c'est donc The Lost Lesson. Et donc voilà. Donc vous avez un peu, disons, je dirais, un descriptif du cadre dans lequel je vais esquisser cette démonstration. Donc peut-être, tout d'abord, vous dire ce que c'est que les trois lois de Kepler. Donc qui sont purement expérimentales et en fait qui sont dues à des observations antérieures, et puis lui-même bien sûr. Et donc les premières observations, disons, dont on a un compte-rendu fidèle, c'est les observations de Ptolémée. Il y a les tables de Ptolémée, ça date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et puis, en fait, Kepler, donc bien sûr ça a évolué, notamment il y a Copernic, etc. Donc vous pouvez regarder un peu le fil de l'histoire. Et à partir du moment où je dirais que Kepler s'intéresse à cela, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle les tables de Tycho Brahe. Donc, c'est un scientifique danois du XVIe siècle
qui vient finir sa vie à Prague, qui décède en 1601, et qui laisse, disons, tous ses écrits à Kepler. Et donc, les lois de Kepler, donc il y a la deuxième qui est la loi des airs. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais la première, qui est la plus facile à comprendre, c'est la loi des orbites, c'est-à-dire que l'orbite d'une planète autour du Soleil est elliptique. Je pense que je vais augmenter l'éclairage aussi. Ce sera mieux. Donc celle-là, c'est très facile. Donc l'orbite est une ellipse. Et puis, il y a la loi des périodes qui donne une relation, je ne vais pas donner la donner précisément, entre la période de révolution donc le temps que met la planète pour parcourir toute son orbite une fois, et la longueur, la mesure, la longueur du demi-grand axe de l'orbite, donc de l'ellipse. Donc n'hésitez pas à poser des questions si c'est nécessaire. Hein. Ah, je vois que si je lève trop haut mon tableau, vous ne voyez plus rien. Donc ça, c'est les trois lois de Kepler. Et Newton, donc environ... Donc évidemment, il commence à travailler vers les années 1660, mais la publication est beaucoup plus tardive. Et donc il y a les trois lois de Newton. Donc que probablement vous avez vu dans le secondaire. Et la première, c'est le principe d'inertie. La seconde, c'est une loi que vous avez notée, F égale ma d'habitude, mais je le mets entre parenthèses parce que la version de Newton n'est pas sous la forme F égale ma. Donc en fait, ça, c'est une version qui apparaît beaucoup plus tardivement, au XVIIIe siècle, chez Euler. Et la troisième loi, c'est action-réaction. Alors, ce n'est pas tout à fait uniquement ça qui va être utilisé. Il a besoin aussi d'un autre aspect pour la suite, c'est la loi d'attraction entre deux corps. Donc, par exemple, entre le Soleil et la Terre. Donc, ce que fait Newton, donc ce que je vous explique, c'est que, donc bien sûr, ces trois principes qu'il énonce
et sur lesquels il veut baser toute sa mécanique, et qu'il considère comme les lois du mouvement universel, mais ces trois lois, bien entendu, il les considère comme des axiomes, mais ça veut dire qu'il ne les a pas devinées comme ça, c'est aussi toute une histoire, et bien sûr, derrière ces trois lois, il y a des observations, c'est expérimental. Donc je n'ai pas le temps évidemment de repasser tout en revue, mais par exemple, F égale ma, ça apparaît déjà, donc pas sous cette forme-là bien sûr, mais c'est déjà quelque chose qui est sous-jacent chez Galilée par exemple. Donc il y a une série d'expériences qui sont réalisées qui amènent Newton à ces trois lois. Et à partir de ces trois lois, donc, il va transformer les lois de Kepler en théorèmes. Et donc, ce paradigme de la physique qui consiste à dire, ben, on fait des observations, des hypothèses, et puis on résume ça dans un certain corpus scientifique, et par la suite, on espère que finalement, on est capable de transformer certaines parties en théorèmes en ayant des lois plus générales, ben, c'est quelque chose de récurrent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans l'histoire de la physique, y compris dans l'histoire de la physique moderne. Alors éventuellement sans expérience, par exemple, c'est parfois dans l'autre sens. Pour le boson, pour ceux qui ont entendu parler du boson de Higgs, bien, ça se passe en partie dans une autre direction. Il y a les écrits d'Engler qui sont des écrits pratiquement mathématiques, et puis ben, on cherche à vérifier. Parce qu'en fait, les résultats sont mathématiques, ils proviennent déjà d'autres théories, ils sont comme des théorèmes, et puis c'est donc une prévision qu'on essaye de vérifier par la suite. Et donc cette prévision a été vérifiée récemment, donc au CERN. Donc, quelle est l'idée de la loi des airs? Donc je vais énoncer désormais la loi des airs convenablement. Donc cette deuxième loi de Kepler. En fait, elle nous dit que si on considère l'étoile ou le Soleil, qu'on considère l'orbite autour de la planète, et puis qu'on se fixe une durée, delta t, et qu'on regarde le parcours en delta t de la planète à partir de sa position ici, et donc ici on obtient la planète après une durée de delta t dans sa au niveau de la période de révolution, donc on a une partie du déplacement sur l'ellipse qui se réalise en un temps delta t. Et puis si vous regardez un autre endroit, un parcours avec la même durée de temps, delta t, donc quand la planète est ici, et puis vous regardez quel est l'arc parcouru sur l'orbite en la durée delta t, et que vous regardez les aires balayées, donc les aires balayées par la planète durant la durée de delta t, donc les aires balayées, ben, donc évidemment ça donne un segment,
une partie de l'aire de l'ellipse, et puis ici. Alors évidemment, vous avez comme résultat, c'est ce qu'affirme la loi des airs, c'est que les airs balayés par la planète durant la durée ΔT sont égales. Et donc, immédiatement, ça donne une information. Ça dit que, bien entendu, que si la Terre est plus proche du Soleil, elle va plus vite. Parce qu'il faut que l'air qui est ici soit égal à l'air qui est ici, où la Terre est plus distante du Soleil. Donc évidemment, comme l'air, c'est essentiellement l'air d'un triangle, disons, si on fait une approximation brutale, mais on voit évidemment que comme ici, la hauteur du triangle sera beaucoup plus grande, il faut que la base soit plus petite. Et donc ça veut dire que si la planète s'éloigne du Soleil, elle ralentit, et si elle est plus proche, elle accélère. Donc ça a une importance, cette loi, ce n'est pas purement anecdotique. Est-ce que c'est clair, votre compréhension de la loi des airs? Pas de problème. Donc, souvent on dit, les airs balayés en des temps égaux sont égales. Bon, c'est énoncé de cette façon-là. Alors, comment Newton démontre-t-il cela? Alors, bien sûr, il n'a pas les outils d'analyse comme nous. Donc, actuellement, vous savez que la force qui est proportionnelle à l'accélération, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, Newton, c'est lui qui construit cette partie du corpus mathématique, en fait. Il construit les mathématiques dont il a besoin en même temps qu'il est en train d'étudier, de créer la mécanique newtonienne. Et donc, Leibniz fait la même chose de son côté, mais du point de vue purement mathématique. Donc, comme il est en train de créer les outils, et qu'au moment où il veut faire ses démonstrations, il ne les a pas tout à fait, il va utiliser, la démonstration de Newton n'utilise que la géométrie du triangle, la géométrie plane. Essentiellement de la géométrie du triangle. Alors nous allons voir tout de suite pourquoi. Bon, parce que en fait, sa première étape de la démonstration Pardon? Oui, on vous entend dans la salle. Hein? Bon. Donc, première étape de la preuve. On démontre que la loi des airs est valide pour le mouvement rectiligne uniforme. Alors, ça, c'est une preuve très facile. Donc, supposons que nous avons un mobile qui se déplace selon un mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que son déplacement est dans un plan. Là, je le dessine dans le plan du tableau. Que la vitesse est constante
Donc si je prends une durée delta t et que je regarde le déplacement du mobile à partir de ce point-ci, du point A, et que je regarde où il arrive après delta t de temps, eh bien, s'il arrive ici, donc si on est parti au temps 0 et que là on est en delta t, et puis si le mobile est à un autre endroit de sa trajectoire, ici j'ai A tilt, eh bien, pour la même durée de temps, delta t, il va parcourir la même longueur, donc son parcours sur la trajectoire aura la même mesure, et donc ici j'aurai la position de A tilt en delta t, du mobile A, en partant de la position A tilt. Ça va, c'est clair pour tous? Donc ça c'est très élémentaire, hein, c'est ce que vous avez vu dans le secondaire et que vous avez revu très rapidement dans le cours de physique. Et puis évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut donner une position pour le Soleil ou pour l'étoile. Donc je prends une position ici, voilà, et je regarde les aires balayées. Les aires balayées, ce sont des triangles dans ce cas-ci. Là. Et ce que nous dit Newton, c'est que dans ce cadre-là, l'aire du triangle T tilde et l'aire du triangle T, donc l'aire de T tilde, c'est l'aire de T. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ou c'est pas clair pour vous? Donc on voit tout de suite quelle est la base. C'est quoi la base de ces triangles? Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, Rémi? Donc on va prendre en fait effectivement la base sur la trajectoire. Donc voilà la base des triangles. Les bases sont égales. Les bases des deux triangles sont égales, sont de même mesure, si on préfère. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer l'aire d'un triangle? Oui, Mathias? La hauteur, et la hauteur, où est-ce qu'elle se trouve, la hauteur? Comment je décide où est la hauteur? Parallèle. Ah, donc il nous faut regarder la perpendiculaire à la base passant par le sommet S. Donc ça, c'est la hauteur. Et en fait, on voit que la hauteur des deux triangles, puisqu'ils ont le même sommet, donc ils ont le même sommet S, et ils ont même hauteur, car la hauteur, elle se mesure à partir du sommet S, qui est commun. La hauteur se mesure à partir du sommet S, qui est commun aux deux triangles.
Et bien sûr, c'est aussi parce que les bases partagent la même droite, en fait. On voit que ce qui compte dans cette argumentation, c'est que les bases des deux triangles se partagent la même droite, qui est la droite de la trajectoire du mouvement. Et aussi, on peut remarquer que finalement, la position du Soleil n'a aucune importance dans cet argument. Donc je peux considérer le mouvement par rapport à n'importe quel point de l'espace, et la loi des airs est satisfaite. Bon, donc dans ce cadre-là, il a juste utilisé le mouvement rectiligne uniforme. C'est son premier argument. Alors pour la deuxième partie, c'est évidemment de considérer qu'on n'est pas dans le cadre d'un mouvement rectiligne uniforme. Et donc là, Newton dit, quand il a... Donc vous voyez qu'ici, bien sûr, il n'a pas considéré qu'il y avait une force d'attraction entre les deux corps. Pourquoi il n'a pas considéré, ou en tout cas qu'elle était compensée? Parce que pour avoir un mouvement rectiligne uniforme, il faut que l'ensemble des forces qui s'appliquent au mobile en mouvement, il faut que la somme des forces, la somme de l'ensemble des forces qui s'appliquent au mobile soit, oui, nulle. Et donc, c'est en fait la première loi, c'est la loi d'inertie, la première loi de Newton. Donc évidemment, là, il a fait une hypothèse qu'il n'y avait pas, ou en tout cas qu'elle était négligeable, qu'il n'y avait pas de force d'attraction entre les deux corps. Et donc, dans sa deuxième partie, la deuxième étape, il ajoute l'effet de l'attraction entre deux corps. Alors, je n'ai pas été précis quand j'ai énoncé la loi d'attraction entre deux corps, parce que ce qu'il dit, donc il faut se rappeler l'énoncé de cette loi. Alors, je ne vais pas donner un énoncé quantitatif, c'est-à-dire avec la loi précise, je vais donner un énoncé qualitatif. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est supposons que vous avez une planète et le Soleil, eh bien, il nous dit que chacune exerce une force, que ces forces sont en norme, en intensité, les mêmes, mais qu'elles sont de sens opposé. Donc F1 égale moins F2. Donc il se considère que le système est en fait isolé, parce que, bon, il n'y a que les deux corps qui interviennent de nouveau. Donc il fait une hypothèse, bien sûr. Et donc il dit que la force que le Soleil exerce sur la Terre est centrale, parce qu'en fait, la direction des forces
direction, la droite, support des forces, et la droite qui relie les centres de T et S. Alors, c'est de nouveau une approximation parce que il faut bien définir ce que ça veut dire le centre. Bon. Donc, il fait un peu comme si c'était des objets ponctuels, puisqu'il regarde l'effet de la force au centre de l'objet. Bon. Et donc, il y a une question de répartition de masse, etc. Donc, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un énoncé qualitatif. Et en fait, son énoncé est un tout petit peu plus précis que ça, mais je n'ai besoin de rien d'autre. En général, qu'est-ce qu'on vous dit sur la loi d'attraction des corps? Sur son intensité. En général, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'intensité? Donc, sur la norme du vecteur qui représente la force, on vous dit qu'il est... Ça ne vous dit rien? Inversement proportionnel au carré de la distance entre les deux corps. Mais on n'a pas besoin de ça pour démontrer donc cette affirmation, cet axiome, si on veut, mais qui est lié bien sûr à certaines observations, on n'en a pas besoin pour démontrer la deuxième loi de Kepler. Ça ne dépend pas de l'intensité. Ça ne dépend que du fait que la force est, on dit que la force est centrale. Alors, pour le démontrer, il a besoin d'utiliser quelque chose qui était connu depuis longtemps, qui était déjà présent, bien sûr, par exemple, dans les écrits de Galilée, c'est la composition des mouvements. Donc ça, c'est considéré comme, bien sûr, quelque chose qui était acquis par Newton, mais bien sûr, il faut l'accepter, c'est aussi une loi, la composition des mouvements. Et donc, vous allez voir que dans le raisonnement, qu'est-ce qu'il appelle composition des mouvements? Donc, il va utiliser la composition des mouvements. Et en fait, la composition des mouvements, je peux vous le dire tout de suite, ça correspond à l'addition des vecteurs. Donc, dans notre langage moderne, ce n'est rien d'autre que cela. Et il va aussi faire une hypothèse qu'on ne trouve pas vraiment dans ses écrits, c'est quand des historiens des sciences examinent le texte, qu'ils disent que, en fait, il fait une hypothèse que le mouvement de la planète autour de l'étoile est lisse. Alors lisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans son langage à lui, c'est-à-dire, si on considère une durée très courte, infiniment petite en fait, si on considère une durée delta t très courte, mais sous-entendu infiniment petit, mais on ne précise jamais ce que ça veut dire exactement. Bon, maintenant, mathématiquement, on peut préciser, mais... On peut assimiler la trajectoire parcourue
par la planète. Pendant cette durée, pendant cet instant, c'est presque vu comme un instant en fait, puisque c'est infiniment petit, à un petit segment de droite. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les mouvements. Cette hypothèse-là, c'est une hypothèse très forte qui n'est pas vérifiée pour tous les mouvements. Par exemple, si vous prenez le mouvement des poussières dans l'air ici, eh bien, c'est un mouvement extrêmement chaotique pour lequel on ne peut pas assurer cette hypothèse. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Mais bon, le mouvement brownien étant une limite de ce mouvement des poussières. Donc, il fait ces hypothèses-là, et sous ces hypothèses, il fait la démonstration. Alors, elle est très très simple. De nouveau, ce n'est rien d'autre que les triangles. Donc, supposons qu'on a le Soleil qui est ici, notre planète qui est là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais s'il n'y avait pas la force, donc il prend un instant, une durée delta t, donc une durée delta t, et il dit, donc s'il n'y avait pas la force centrale, si la force centrale n'existe pas, s'il n'y a pas de force, le principe d'inertie me garantit que pendant cette durée delta t, la planète continue le mouvement qu'elle avait entamé. Et donc elle fait un petit mouvement, comme si, qui est le même que celui qu'elle a fait précédemment. Donc il considère que, bien sûr, il a des instants, des durées de temps très courtes, donc des instants, et il dit pendant ces durées infiniment petites, eh bien, s'il n'y avait pas la force, le mouvement est rectiligne uniforme. Mais ce n'est pas le cas, donc il y a une force qui s'applique et qui est centrale. Hein? Et il dit cette force, si elle était toute seule, elle provoque un mouvement. S'il n'y avait pas la composante, si je considère qu'il n'y avait pas le mouvement précédent, cette force, elle induit un mouvement vers le Soleil. La planète tomberait sur le Soleil. Et donc il dit, durant cette durée de temps très courte, eh bien, le mouvement réel, c'est la composition des deux mouvements. Et donc la composition des deux mouvements, vous faites la somme des vecteurs, et donc vous obtenez ce mouvement-ci. Donc le vrai mouvement, c'est la composée du mouvement, comme s'il n'y avait pas la force centrale, avec le mouvement s'il y avait seulement la force centrale. Donc ça, c'est une hypothèse aussi de travail qui est très forte, parce que c'est lié au fait qu'il prend des instants qui sont infiniment petits. Sinon, on ne pourrait pas faire ce genre d'affirmation. Et donc maintenant, il dit, eh bien, l'air balayé pendant la première durée de temps delta t, c'est la même que l'air balayé ici. Donc il dit que l'air jaune, alors bon,
malheureusement, cette craie n'écrit pas très très bien. Égale l'aire blanche. Donc je vais la noter, l'aire blanche, je vais la noter 1, et l'aire jaune, je vais la noter 2. Est-ce que vous voyez quel est l'argument pour affirmer cela? Qui voit quel est l'argument? Je vais les dessiner plus grand pour qu'on voie bien quel est l'argument. Mais est-ce que vous voyez l'argument? Donc c'est juste sur le dessin, hein, et en utilisant la première étape, bien sûr. Donc je vais faire un dessin un peu agrandi pour les effets. Hop. Là. Donc la Terre est là, elle irait là si on continuait le mouvement rectiligne uniforme, et autrement, elle fait ça. Hop. Voilà. Donc l'air, ici c'est l'air 2, et ça c'est l'air 1. Est-ce que vous voyez pourquoi l'air orange, qui est là, donc l'air 2 égale 1. Voyez-vous pourquoi? Non? Oui? Non. En fait, la première chose, c'est qu'on voit que l'air 1, par l'étape 1, j'obtiens que l'air 1, c'est l'air 1' qui est ici. Elle est là. Donc je retrouve l'air 1 ici. Ça déborde un peu de l'orange de ce côté-là, mais c'est un peu en dessous. Donc j'ai une copie du triangle numéro de l'air 1. Alors je vais mettre des lettres. Celui-là, je vais l'appeler le point B. Donc c'est l'aire du triangle STB. Ça va, c'est clair pour tous? Ça, c'est vraiment l'argument numéro 1. Parce que là, c'est comme si on avait fait qu'un mouvement rectiligne uniforme. Et puis, il faut voir pourquoi l'aire orange, c'est la même que l'aire 1. Vous ne voyez pas? Et à distance, personne ne voit? On a un argument? Non? Personne? Bien, en fait, c'est parce que les deux sommets, vous avez la même base. La base, elle est commune. C'est de nouveau le même argument que tout à l'heure, mais présenté autrement. La base, elle est ici. La base, c'est ST. La base commune est ST. Et les deux sommets, donc le sommet ici T', en fait, lui, le sommet T' et le sommet B, ils sont sur une parallèle, parce que c'est lié à la force
centrale qui était là. Donc, ils sont sur une parallèle à la base. Et les sommets sont sur une parallèle à la base. D'accord ? Ça, c'est juste parce que vous avez un parallélépipède ici. Hein. C'est la loi d'addition des vecteurs. Donc, vous avez que ce segment-là, il est parallèle à celui-là. OK ? Et quand vous avez deux triangles qui partagent la même base et dont les sommets sont sur une parallèle à la base, ben, la hauteur est commune. Parce que la hauteur, qu'est-ce que c'est ? C'est la distance entre les deux droites. C'est-à-dire, vous prenez une perpendiculaire. Et donc, ici, ça, c'est la hauteur des deux triangles. Elle est commune. Et donc, c'est terminé. Oui ? Pardon ? Non, c'est une question d'air. A priori, non. Il n'y a pas de... Le périmètre, tu peux faire... on pourrait faire un exercice, ce n'est pas le même, non. Bien entendu. Parce que tu peux imaginer... Imagine que tu prends le T' très très loin. Hein, et donc, tu vas avoir que ce côté T' sera très grand, mais aussi le ST' sera très grand. Donc, le périmètre, lui, il peut être arbitrairement grand. D'accord ? Donc, voilà, ça... Ah bon, évidemment, j'aurais dû brancher l'ordinateur, il a encore fait la même chose, que la batterie est morte. Mais enfin, c'est juste la fin. Donc, le résultat est très simple. Vous voyez que ces démonstrations sont très élémentaires, mais elles ont un avantage. Est-ce que vous voyez un avantage à cette démonstration ? Mais il a pris des lois qui sont très générales, qui ne s'appliquent pas seulement entre S et T, entre le Soleil et la Terre. Donc en fait, Kepler, c'était une observation sur nos planètes à nous, celles du système solaire. Les résultats de Newton, ils sont universels. Ils sont valables pour n'importe quel système planétaire. On prend une étoile, ses planètes, et on a le même résultat. Et donc ça, c'est de nouveau cette idée que on fait des preuves parce que comme ça nous permet d'avoir un résultat qui est universel, qui est valable dans toutes les situations qui vérifient les hypothèses de départ. Donc voilà, ça termine cet exposé.